Voilà, alors en bref, euh, on a quitté l'histoire ouvrière et on entre dans l'histoire des femmes. Et comme je vous le disais tout à l'heure, au fond, on n'y pensait pas. Hein. On n'y pensait pas, c'était comme ça. Comment alors est-ce qu'est née l'histoire des femmes? D'abord, il faut dire tout de suite que, ici, en quelques minutes, évidemment, je vous parle de la France, mais c'est un mouvement beaucoup plus général, hein, dans lequel les Américaines ont été pionnières, il faut le dire. Hein. Et ça, c'est très important. Les Anglaises aussi. Mais curieusement, en France, on avait, dans les années 70, ce qui est ce que je vais vous raconter en deux mots, on avait plus de contact avec les Américaines qu'avec les Anglaises. Parce que la crise en Angleterre était très forte et les supports pour les voyages avec les Anglaises étaient difficiles. Et que l'école des hautes études et la maison des sciences de l'homme, dont je rappelle au passage, ça vous intéresse peut-être pas, mais il y a eu des liens très forts entre la maison des sciences de l'homme et Red Hall. Moi, dans ces années-là, j'ai participé ici à plusieurs réunions, colloques, où il y avait cette collaboration. Alors, donc, c'était toujours plus facile, c'est comme ça, hein, de financer des chercheuses américaines que des chercheuses anglaises. C'est un peu un paradoxe, mais c'était la situation. Ceci pour vous dire que faut pas nous prendre non plus pour des pionnières, si vous voulez. Hein. On s'inscrit dans une histoire beaucoup plus globale et que on a évidemment essayé de revendiquer. Alors, l'histoire des femmes en France, je dis bien, c'est les années 70. Voilà. C'est-à-dire le mouvement de libération des femmes, et je dis je, mais c'est plus simple quand même, mais c'est un je que je ne revendique pas du tout comme pionnier, hein, pas du tout, du tout. Euh, J'enseignais à Jussieu, je participais au mouvement des femmes des années 70, qui était formidable. Hein. Bon, je ne vais pas vous raconter ça. Et puis, un jour, oui, vraiment un jour, je me suis dit, ben, c'est très bien ça de militer, manifester, mais qu'est-ce que je raconte sur les femmes dans mes cours? Rien. Hein. Et alors je me suis dit, ben voilà, peut-être bien que je pourrais quand même faire ça. Et je parlais avec des jeunes collègues, plus jeunes que moi d'ailleurs, à Jussieu, Pauline Schmitt, Fabienne Bock, voilà, et je leur dis, mais on devrait faire un cours sur les femmes. Elle m'a dit, bah oui, c'est une bonne idée ça. Pourquoi? Et alors on a lancé en 73 un cours qui s'appelait, comme on ne savait pas comment l'appeler, Les femmes ont-elles une histoire? Voilà. Hein. Parce qu'au fond, on n'en était pas tellement sûr. Hein. On n'en était pas tellement sûr. Il faut d'ailleurs voir ce qu'écrit Simone de Beauvoir, que je révère, hein, absolument. Elle dit « Toute l'histoire des femmes a été faite par les hommes. Hein. » Elle écrit ça. Je ne suis pas complètement d'accord avec elle sur ce point. Non, je pense que justement, les femmes ont une histoire et qu'il faut poser la question de où étaient-elles, que faisaient-elles pendant tel ou tel événement, mettons la Révolution, la guerre 14-18, et si on cherche, on trouve. Hein, il y a ça. Et puis, deuxièmement, leur mouvement à elles, hein, qu'est-ce que ça a été? Le féminisme, le mot est récent quand même, hein, mais elles n'ont pas attendu qu'il y ait le mot féminisme pour avoir une action. Hein. Donc, poser ces questions-là, et puis tout simplement, la vie quotidienne des femmes. Comment les femmes vivaient-elles? Hein. Alors, par exemple, dans ces années-là, il y avait beaucoup de démographie historique, très intéressant. Les calculs de mariage, mortalité, natalité, nuptialité, etc. Derrière tout ça, il y a des hommes et des femmes, hein, bien sûr, bien sûr. Mais
faire leur histoire, c'est dépasser les chiffres pour trouver le quotidien de la démographie. Hein. Où sont les femmes? Donc il y avait beaucoup de questions, et c'est comme ça qu'on a démarré. Et alors ce cours a eu beaucoup de succès. Il y en a eu après beaucoup d'autres, naturellement. Et on a enclenché, après il y a eu des recherches, et on a enclenché un mouvement qui n'était pas qu'à Paris, loin de là. Je voudrais citer ici ma collègue très récemment décédée, Yvonne Nibieler, qui était à Aix-Marseille. Ça ne vous dira pas grand-chose aux jeunes que vous êtes, là, et qui a lancé, elle aussi, parallèlement, on était en rapport, bien sûr, des cours sur les femmes. Mais vous voyez, c'était nouveau. Voilà, c'était un petit peu des événements à chaque fois. Et ça s'est évidemment diffusé, multiplié. Et bon, alors ensuite, s'est créé un formidable champ de recherche dont vous êtes l'illustration. Et tout de suite, Florence Rochefort on va être ensemble là, mais Florence a été, on peut dire, une de mes premières étudiantes à Jussieu en recherche sur le féminisme. Hein. Elle a fait son livre sur l'égalité en marche. C'est un titre magnifique, hein, avec Laurence Kleichmann, qui a été publié d'ailleurs aux presses de la Fondation de Sciences Po, qui nous prenait par conséquent tout à fait au sérieux. On n'était pas non plus mise de côté. Voilà, alors ce que je voulais... Évidemment, faire l'histoire de l'histoire des femmes, c'est-à-dire l'historiographie, c'est passionnant. Hein. Ce n'est pas du tout le propos d'aujourd'hui, on n'en a pas le temps. Mais voir où, comment, les thèmes aussi qui étaient abordés. Hein. Par quoi est-ce qu'on a commencé? Au début, on est parti un peu des femmes victimes quand même. Hein. On est parti un peu de là. L'oppression des femmes, les difficultés qu'elles avaient, sans prononcer le mot d'ailleurs, parce que ce n'était pas un mot de l'époque, domination masculine, on disait plutôt patriarcat à cette époque-là. Hein, voilà. Et puis enfin un moment, on en a eu assez des victimes. On s'est dit, enfin quand même, elles ne sont pas que victimes, les femmes. Elles ont leur bonheur, elles ont leur action, etc., etc. Donc on a élargi progressivement les sujets, les préoccupations, et puis on en est venu... Alors ça, c'est plutôt les années, déjà encore bien plus tard, tout ça, ça a une histoire. Hein. Dans les milieu des années 80, on a posé la question du genre. Hein, du genre. Alors, la question du genre, les Américaines, je pense à John Scott, qui est une amie et une grande historienne, elle avait déjà posé ce problème dans un article qui a été traduit en français par une de mes étudiantes d'ailleurs, Eleni Varikas, une jeune femme grecque, et c'était la problématique, le genre, un outil utile de l'analyse historique. C'est ça le titre de l'article. Alors qu'est-ce que ça voulait dire? Le genre, c'est la construction, les rapports hommes-femmes dans leur construction historique. Les rapports hommes-femmes sont des rapports construits par le temps, par l'histoire, par conséquent, et on peut, à chaque moment du temps, poser la question et essayer de la résoudre à tous les niveaux. Qu'est-ce que c'est que les rapports hommes-femmes au niveau du pouvoir, au niveau du savoir, de la famille, de la vie privée, de la vie publique, etc., de l'image? On peut décliner toutes sortes de thèmes. Et on voit bien qu'à partir du moment où on pose la question du genre, les femmes, c'est très bien, c'est très important en elles-mêmes, mais il faut les replacer justement dans ce contexte des rapports de sexe, parce que c'est quand même plus... ça permet de faire une histoire beaucoup plus problématisée, si vous voulez, hein, qui pose davantage de problèmes. Bon, alors voilà, alors on va faire une table ronde là-dessus, et voilà. Mais j'appelle
mes acolytes à venir. Avant cela, comme pendant la première table ronde, je vais appeler une de nos brillantes étudiantes, Kate Spiegel, qui va venir donc nous lire une partie, un extrait d'un des livres de Michel Perrault, consacré donc à des femmes libres. Donc elle a fait ce livre à partir de 3 portraits extraordinaires de femmes. On pourrait faire une journée entière sur elles. Olympe de Gouges, Flora Tristan, dont nous avons parlé précédemment, et George Sand. Et donc il s'agit d'un extrait du livre en question, d'ailleurs, que vous pouvez acheter si vous le souhaitez, qui s'intitule précisément « Femmes libres ». Donc George Sand, vu par Michel Perrault. Kate, c'est à vous. Bonjour. Une femme libre. Aurore Dupin avait reçu une éducation peu conformiste. Orpheline à 4 ans, elle fut disputée entre sa mère, plébéienne et parisienne, et sa grand-mère, châtelaine et provinciale. La première lui chantait des chansons populaires et lui racontait des histoires de Paris. La seconde, Marie-Aurore, femme cultivée et prise de philosophie, notamment de Jean-Jacques Rousseau, voulait lui inculquer les lumières et la grâce, à savoir l'élégance du XVIIIe siècle. Elle lui donna pour précepteur un certain Deschartres, qui avait été celui de son père. Cet ancien prêtre défroqué, fort savant, se piquait d'agronomie. Le grand homme, comme on le surnommait ironiquement, était un peu ridicule, mais dépourvu de préjugés sexistes. Il traita la fille comme le père, initia au latin, ordinairement interdit aux filles, et à l'équitation pour laquelle il lui conseilla le port du pantalon. Aurore courait les champs avec les jeunes paysans du voisinage. Il devint ses copains pour la vie. La nature lui fut à jamais indispensable. Pourtant, c'est Paris qui la libéra. Dans la capitale, elle conquit la célébrité, mais Nohant demeura son havre de salut, son paradis. Plus tard, elle se ruina pour garder la maison que lui avait léguée sa grand-mère. Cette nécessité fut un stimulant de son écriture. Aurore s'était mariée jeune, en partie pour échapper à sa mère. Casimir Dudevant ne lui déplaisait pas, mais il n'y avait entre eux aucune communauté de goût. Elle appréciait la lecture, la musique, la conversation. Il préférait la chasse, ses chevaux et ses chiens, le vin, les amours ancillaires. Elle tenta de se rapprocher de lui. Dans une longue lettre de 22 pages, elle lui proposait un véritable programme intellectuel qui le laissait fort indifférent. Elle prit ses distances, y compris conjugales. Un jour qu'il levait la main sur elle, elle décida de demander la séparation de corps, qu'elle obtint non sans difficulté. Elle conçut de cette expérience une grande méfiance pour la conjugalité, incompatible avec son indépendance. Comme Olympe et Flora, elle se battit pour le droit au divorce et à la liberté. Pour elle, l'amour n'allait pas sans passion. Elle eut à son initiative de nombreux amants sans jamais s'y aliéner. Elle les quitta plus qu'ils ne la quittèrent, excepté Michel de Bourges, qui préféra à cette tumulte la respectabilité d'une union provinciale. Elle fut déchirée par son éloignement et lui adressa des lettres frémissantes, d'un désir charnel que les femmes exprimaient rarement à cette époque, elle incluse. Elle était d'une pudeur extrême et parlait peu de son corps. Il faut scruter sa correspondance pour entrevoir ses indispositions et ses malaises, a fortiori son plaisir érotique. Il en va de même dans ses romans qui laissent tout juste apercevoir les mois amoureux. Outre Jules Sandeau et Michel, 3 hommes ont beaucoup compté. Alfred du Musset, avec lequel elle connut les affres d'une passion dévorante et destructrice, dont Venise fut le romantique théâtre et dont elle n'a jamais voulu laisser de traces, détruisant leur correspondance amoureuse. Frédéric Chopin, musicien génial, amant ombrageux, être fragile, compliqué et malade, pour qui son amour se mua en tendresse protectrice et presque maternelle. Leur rupture, après une liaison de 10 ans, la dévasta, d'autant plus que Solange, fille de Georges, en était le principal motif. Avec Alexandre Manceau, graveur de grand talent, qui illustrait ses œuvres, gérait le quotidien de Madame qui vénérait. Elle connut une union quasi conjugale de près de 15 ans. Pour lui, elle quitta Nohant,
laissée à ses enfants pour s'installer à Palaiseau, en banlieue parisienne, la campagne à cette époque, le décès prématuré de Manceau, atteint de tuberculose, mit fin à ce qui fut son dernier grand amour. On refait constamment des présentations, mais j'essaierai de faire en sorte que la mienne soit la plus brève possible. Mais aussi en tenant compte du fait que nous avons été rejoints par d'autres auditeurs et auditrices pour ce deuxième panel. Donc, Florence Rochefort, je suis très heureuse de votre présence aujourd'hui. Vous êtes historienne et donc l'ancienne étudiante de Michel Perrault, spécialiste de l'histoire des féminismes en France, ainsi que de l'étude du genre en relation avec les religions, la laïcité et la sécularisation. Vous avez largement contribué à votre champ d'études en animant l'axe transversal genre, religion, sécularisation au sein de votre laboratoire de recherche au CNRS. Alors, parmi vos publications que Christelle, qui fait si bien les présentations qu'elle a évoquées tout à l'heure, on compte l'histoire mondiale des féminismes en 2018, une synthèse qui explore les divers mouvements féministes à travers le monde. Et plus récemment, un ouvrage que je recommande chaleureusement aux étudiants et les étudiantes qui sont dans la salle, Ne nous libérez pas, on s'en charge, une histoire des féminismes de 1789 à nos jours, qui retrace donc l'évolution des féminismes depuis la Révolution française. Et je suis sûre qu'il reste des ouvrages à acheter dans le fond de la salle. Entre 2011 et 2016, vous avez été présidente de l'Institut Émilie du Châtelet. On pourrait dire en quelque sorte une âme sœur de Reed Hall, puisqu'il s'agit d'une institution dédiée au développement et à la diffusion des études sur les femmes, le sexe et le genre, et je vois d'autres membres ici de l'Institut Émilie du Châtelet. C'est un honneur de vous compter parmi nous aujourd'hui pour ce deuxième panel avec Christelle Tarot. Alors, chère Christelle, voilà, si tu me permets de te tutoyer en public, c'est une joie très grande d'avoir organisé cette journée d'études avec toi, que tu as essentiellement portée, autour du travail de Michel Perrault. Tu t'es attelée à la tâche depuis 1 an avec une ferveur zélée et enthousiaste qui témoigne à la fois de ton engagement professionnel, mais si je puis me le permettre, aussi de ton très grand amour de Michel Perrault. On a vu ton émotion tout à l'heure. Alors, au lieu de faire part de ta biographie officielle, que nul ici n'est censé ignorer, car tu es mondialement reconnu aujourd'hui pour tes travaux, notamment 2 ouvrages collectifs d'envergure que sont Sexe, race et colonie, la domination des corps du XVe siècle à nos jours, qui d'ailleurs j'aime bien écrire avec un ordinateur légèrement surélevé, et les travaux colossaux de Christelle me donnent un espèce de tremplin pour mon ordinateur. Et donc, dans cet ouvrage, tu examines la domination sexuelle et visuelle exercée dans les colonies et sa persistance contemporaine. Et plus récemment, aux éditions La Découverte, toujours, Féminicide, une histoire mondiale, un ouvrage collectif qui retrace la suprématie du masculin sur le féminin depuis le néolithique, et cela à travers les 5 continents. Il s'agit d'une des plus vastes études sur les violences faites aux femmes. Voilà. Donc, au lieu de faire cette biographie officielle que je viens officieusement de faire, en fait, je voulais dire autre chose. C'est une journée où on exprime notre amour et notre sororité les unes vis-à-vis des autres. Et donc, pour celles et ceux qui ne le savent pas, Christelle est une habituée de la maison. Autrement dit, du centre parisien de l'Université Columbia, où elle nous fait le très grand honneur d'enseigner fidèlement ici depuis 23 ans. Je pense qu'on peut l'applaudir. Et donc voilà, telle est la vie. Donc plus on se voit, moins on se dit voilà, des petits mots de remerciement. Donc je profite de cette journée d'études pour proclamer haut et fort que dans ce haut lieu du féminisme transatlantique, tu marques ton empreinte sur les nombreuses générations d'étudiants et d'étudiantes qui passent dans tes cours. Et grâce à toi, l'Université Columbia peut dire fièrement
que nous formons des jeunes pour qui les études de genre et la pensée critique sur la condition des femmes est essentielle à leur construction intellectuelle. Et pour cela, je t'en remercie. Voilà. Donc vous l'aurez compris, voilà, aujourd'hui tout le monde est heureux et heureuse, voilà. Et donc je me réjouis de vous avoir, Florence et Christelle, en conversation avec Michel Perrault, pour aborder les 3 grands thèmes de ce deuxième panel, que sont le féminisme, la question du féminisme, la question de la sexualité et la question de la violence. Et voilà, enfin voilà, et ça en un temps record. Alors peut-être que je vais imiter le premier panel qui tu avais posé cette question. Voilà, qu'est-ce qui vous relie toutes deux, voilà, Florence et Christelle, un peu plus. Voilà, on l'a évoqué, mais à Michel Perrault avant, voilà, d'aborder ces questions. Merci beaucoup. À vous de nous accueillir, à Christelle d'avoir organisé, à Michel d'être avec nous. Il y a eu un suspense, hein, on ne savait pas si on pourrait se parler directement. Donc le lien, ben, moi, c'est bien sûr la sororité aujourd'hui, mais c'était d'abord la filiation, parce que comme étudiante, il y a quand même vraiment longtemps, j'arrive à Jussieu parce que Jussieu, c'était un groupe d'historiennes et d'historiens dissidents de la Sorbonne. Et je choisis comme jeune lycéenne cette fac en connaissance de cause, parce que j'avais eu la chance peut-être d'en être informée. Et c'est là que commence cette formation. Donc un petit mot sur cette ambiance Jussieu, parce qu'il n'y avait pas de cours magistraux, tout était contestataire, c'était que des chargés de cours, des gens jeunes qui étaient en train de faire leur thèse ou qui avaient juste fini leur thèse sur des sujets complètement novateurs. Et donc l'enseignement de Michel, c'était aussi toute cette ambiance, hein, de rupture, d'innovation, de contestation. On est vraiment dans la suite, pourtant on est en 76, en ce qui me concerne, mais on est quand même dans la suite de ces années 68, avec une grande émulation, une grande liberté aussi qu'on nous accordait. Et c'est l'occasion pour moi de me rappeler ben voilà, l'ambiance tout à fait extraordinaire du séminaire du lundi de Michel, où il y avait d'abord tous les doctorantes et les doctorants avec beaucoup de sujets très différents. Il y a un article qui va sortir bientôt dans Clio sur justement Michel comme directrice de thèse, hein, parce que c'est quelque chose qui n'a pas été beaucoup, et à l'époque un nombre de thèses incroyable, hein, c'était, j'imagine, un travail gigantesque. Et je n'aurais jamais pu être historienne des féminismes sans avoir eu d'abord l'enseignement de Michel et puis l'accord de Michel pour prendre un tel sujet à 2 en plus. Alors vous aviez quand même prudemment précisé que quand même c'était pas très prudent de faire une thèse à 2. Il y a toujours eu à chaque fois des précautions prises pour nous avertir que le monde académique n'était pas si bienveillant, mais en même temps toujours un encouragement à continuer à explorer. Et à nous accompagner, comme font beaucoup, voilà, comme on fait quand on dirige une thèse. Mais là, vous lisiez tout, et en même temps, une très grande bienveillance et générosité, le mot avait été dit. Et puis, j'ai envie de dire que c'était aussi une culture historique, qui n'était pas, bien sûr, sur les femmes et les féminismes, mais c'était aussi Michel Foucault, parce que nous, on baignait aussi dans votre parcours. C'est-à-dire que même si on ne travaillait pas sur sexualité délinquance, dans tout le séminaire, c'était pas du tout que sur les femmes, il y avait aussi tout ce bain, Norbert Elias. Et en fait, souvent, on nous pose la question militantisme, féminisme. Et en fait, pour nous, il y avait une certaine réticence à l'idée de sciences féministes, qui était plutôt le choix des sociologues et le choix de Christine Delphi, qu'on respectait tout à fait, mais dans laquelle nous, on ne se retrouvait pas. Et on était beaucoup plus dans cette culture historique qui partait plus du terrain pour arriver à de la conceptualisation que l'inverse. Et je crois qu'on est plusieurs
et en tout cas dans mon parcours, c'est resté toujours... Enfin, je me suis retrouvée tout à fait dans la façon dont vous exprimez votre féminisme dans l'espace public, et je me sens en affinité complète avec à la fois l'engagement et à la fois quelque chose qui préserve une certaine liberté de penser sur la pratique historique, pour ne jamais être enfermé. Donc je dirais que c'était un grand apprentissage de la liberté de penser. Puisque après on reviendra peut-être pas sur votre travail, mais dire que Florence, vous, avec Laurence Kleichmann, vous avez fait la première thèse sur le féminisme, ce qui voulait dire la découverte, par exemple, de Marguerite Durand. À l'époque, on n'allait pas à la bibliothèque Marguerite Durand. Or, à la bibliothèque Marguerite Durand, qui était à ce moment-là dans les combles de la mairie du 5e, il n'y avait pas seulement des livres, il y avait des archives aussi. Il y avait beaucoup de choses. Donc, vous avez exploré ce domaine, et vous n'étiez pas trop deux, c'était bien que vous soyez deux. Moi, personnellement, je trouvais ça formidable. Je pensais qu'il fallait faire des travaux comme ça. Le seul problème, et il n'était pas mince, c'est que, en effet, l'Académie n'aime pas ça. Il faut une thèse, une personne, pas deux. Ça, c'était compliqué quand même. Voilà. Mais enfin, vraiment, je voudrais, puisque l'occasion m'en est donnée, vous remercier publiquement pour ce travail. Merci beaucoup. Et peut-être moi-même, quand même, dire que c'était aussi le mouvement des femmes et le mouvement féministe qui avaient quand même commencé à défricher et notamment aussi à découvrir la bibliothèque Marguerite Durand, dans laquelle j'étais bibliothécaire pendant mes études. Donc c'était aussi un double casquette. Mais ce qui était nouveau, c'était d'en faire un objet historique, un objet scientifique. Et on en reparlera peut-être, mais ça crée quelques tensions avec le milieu militant, dont on faisait aussi partie. Moi, j'étais militante au MLAC, mais il y avait une sorte de soupçon de trahison. Et je crois que Michel en était aussi un peu l'objet. Et ça, c'est un peu difficile disons, d'y revenir parce qu'on a du mal à le comprendre aujourd'hui. Mais il y avait cette idée de la récupération, d'un soupçon par rapport à l'institution universitaire. Donc, il fallait construire cet objet à égale distance, on veut dire, de la misogynie et de l'hostilité de l'Académie, mais aussi d'un soupçon d'être des traîtresses à la cause. Voilà. Je vais répondre aussi, bien sûr, à la question qui m'est posée, ce qui va me permettre de commencer par une anecdote, puisque j'ai rencontré Michel Perrault d'abord à travers ses livres, en particulier parce que j'étais étudiante en histoire à l'université Paris-Tolbiac. Je précise aussi que, comme toi, j'avais choisi cette université en conscience, parce qu'à l'époque, on l'appelait encore la fac rouge, ce qu'elle n'est malheureusement plus, je crois, beaucoup. Mais c'est vraiment un choix que j'avais fait. J'avais refusé d'aller à Paris 4. Je voulais aller à Paris 1 à cause de cette fracture politique, finalement, entre les Sorbonnes. Et donc, j'ai commencé à lire Michel Perrault bien avant, bien sûr, de la rencontrer. D'abord parce que j'avais des cours en histoire sociale, donc en histoire ouvrière, et donc j'ai lu bien sûr les textes dont nous avons parlé avant. Aussi parce que, comme Fanny, j'ai acheté les 5 volumes de l'histoire des femmes. Alors maintenant, ça paraît un peu étrange, et c'était cher en fait, pour tout vous dire, vu le milieu dans lequel j'étais. Et le peu d'argent que j'avais à l'époque, je travaillais pour faire mes études. Acheter les 5 volumes de l'histoire des femmes, c'était une petite affaire. Donc j'avais été très heureuse de pouvoir le faire, et donc j'avais évidemment lu l'histoire des femmes. Mais à l'époque, au moment où je rencontre vraiment Michel Perrault, nous sommes exactement en 1996. Donc c'est pas d'hier non plus. Je suis à l'époque militante féministe avant d'être historienne, parce que je ne suis pas historienne, je suis étudiante en histoire, ce qui n'est pas la même chose. Et je suis d'abord et avant tout militante féministe. J'appartiens à un groupe qui s'appelle les Marie Pas Claires, qui est un groupe féministe radical non mixte.
Et nous sommes en train de préparer, donc complètement héritier du mouvement de libération des femmes, hein, soyons clairs, de 1970. Et nous sommes en train de préparer le numéro 7 de notre journal, qui nous occupe beaucoup, parce que faire un journal sans moyens, c'est pas si évident que ça. Donc ce numéro précisément, dont le titre est tout à fait en lien, bien sûr, avec la première table ronde, Sorcières de tout pays, unissons-nous. Et lorsque nous sommes en train de préparer, en fait, donc, ce numéro, qui paraît, comme vous le voyez, pour le 8 mars 1996, je dis immédiatement à mes camarades de l'époque, je voudrais, s'il vous plaît, absolument que nous interviewons Michel Perrault. À ce moment-là, évidemment, tout le monde est d'accord. Nous sommes dans un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, où lorsqu'on doit contacter quelqu'un, il n'y a pas d'Internet. Et nous n'avons évidemment pas le numéro de téléphone de Michel Perrault, donc nous lui écrivons une belle lettre manuscrite pour lui demander un rendez-vous. Et comme je crois Fanny le disait, ou non, c'est Ludivine le disait tout à l'heure, Michel Perrault réagit très vite lorsqu'on lui propose quelque chose. En conséquence de quoi, nous recevons un courrier acceptant cette interview et nous nous rendons, Sandrine et moi, donc deux émérites Marie Paclair, donc rue Madame. Au passage d'ailleurs, je me souviens très bien, m'être dit, c'est quand même incroyable qu'une femme qui travaille sur l'histoire des femmes habite rue Madame. Il y a quelque chose de prémonitoire dans l'affaire. Et nous arrivons donc dans le salon de la rue Madame, chez Michel Perrault, qui nous reçoit avec sa gentillesse et son élégance habituelle. Celles qui la connaissent savent très bien de quoi je veux parler. Et nous faisons une très longue interview, genre 2 heures. Et je vous passe les aventures du truc parce que c'est vraiment une aventure. On sort de là, on se dit on va commencer la retranscription tout de suite et notre enregistreur n'a rien enregistré. Et donc là, on est en mode panique, Sandrine et moi, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on met nos jeunes mémoires au service de cet exercice, ce qui nous permet de faire une retranscription de l'interview. Donc, l'interview que vous avez ici, donc je précise donc que ça a bien existé. Première page, deuxième page, troisième page de cette interview. Évidemment, nous écrivons à nouveau une lettre manuscrite à Michel Perrault pour lui dire, et nous espérons ne pas avoir trahi d'aucune manière votre pensée. Nous recevons en retour une nouvelle lettre. Je vous ai fait, ça c'est une lettre qui est privée, donc je la garde, elle est à moi. Mais on reçoit une lettre nous disant non, non, tout va bien. Donc tout ça pour dire que c'est une aventure assez incroyable, cette première rencontre physique entre nous, donc, alors que je suis donc jeune militante féministe, radicale et en colère. Alors maintenant, je suis peut-être une moins jeune féministe, toujours radicale, et malheureusement, parce que comme nous allons en parler lors de cette table ronde, il y a de nombreuses raisons d'être encore en colère aujourd'hui. Merci Christelle. D'ailleurs, cette remarque... Oui, merci pour l'anecdote également. Mais peut-être ta remarque de fin sur, sur la colère qui t'habite encore aujourd'hui. Je me permets de rebondir sur une petite phrase qu'a évoquée Ludivine lors de la première discussion, sur la gravité du moment présent. Et donc peut-être par rapport justement à la gravité du moment présent, que pourriez-vous nous dire qui sont les principaux débats et tensions qui traversent les féminismes contemporains? Comment ? Bon. Alors, si on parle des débats à l'intérieur des féminismes, c'est une chose. Peut-être qu'on peut quand même dire à quel point les féminismes sont aussi eux-mêmes toujours stigmatisés. Et voilà. Et aujourd'hui, comme l'a rappelé Ludivine, c'est une journée de mobilisation pour debout la science. Donc, c'est compliqué. Ce mot porte toujours une subversion extrêmement importante.
et en même temps, il est toujours l'objet d'accusations. Et aujourd'hui, alors avec le genre, l'homophobie, la transphobie, enfin, après on décline ça. Voilà. Après, les tensions à l'intérieur, c'est peut-être une des thématiques sur lesquelles on voulait revenir. C'est-à-dire que pour faire l'histoire du mouvement féministe, eh bien, il fallait se coltiner la pluralité de ce mouvement. Et essayer de comprendre comment on allait rendre compte de toute cette diversité qui allait vraiment de l'extrême gauche à l'extrême droite, avec des critères qui n'étaient pas ceux, disons, de la vie politique environnante, parce que les clivages, les courants n'étaient pas forcément ceux auxquels on s'attendait. Mais il fallait quand même, le travail justement historique, c'était pas forcément de choisir celle avec qui on avait le plus d'affinité, mais de pouvoir rendre compte aussi de celles, et quelquefois ceux, avec qui on se sentait quand même assez éloigné. Et je pense qu'à chaque époque, et c'est très intéressant aujourd'hui où il y a de nouveau beaucoup de récits d'histoire des féminismes, à chaque époque, il y a des mots-clés qui président au regard qu'on porte sur l'histoire. C'est assez banal. C'est pour tous les sujets, mais pour en tout cas en ce qui me concerne, le premier mot-clé, c'était vraiment de montrer l'autonomie. C'était ça l'enjeu de l'époque, c'était l'autonomie du mouvement des femmes qui était contestée. Et l'histoire, et là, comme le disait Michel, on doit beaucoup aussi aux Américaines d'avoir un peu sorti l'histoire des féminismes de l'histoire des socialismes, et c'est les premières à nous avoir montré un peu le chemin, et c'était des spécialistes de la France aussi. Donc déjà, il n'y avait pas la barrière linguistique. Et puis, voilà, c'était un pont transatlantique aussi d'américaines, de chercheuses de grands talents américaines qui connaissaient très bien la France. Et donc, enfin voilà, il y avait vraiment cet échange. Et donc, ce pluralisme, eh bien, c'était aussi beaucoup de controverses. Les controverses, voilà, sur la Troisième République, on le connaît un petit peu, c'était entre des mouvements modérés, assez républicains, disons, assez conventionnels, et pourtant assez progressistes néanmoins sur la question des droits des femmes. Donc par exemple, Karen Offen, cette historienne américaine assez pionnière dans l'étude, elle trouve que nous sommes trop critiques à l'égard de ce féminisme modéré et que nous ne rendons pas assez compte de leur subversion par rapport à leur milieu plus bourgeois, plus républicain, bon teint, plus aussi d'un républicanisme d'État. Mais donc il y avait ce mot-clé, c'était d'essayer de montrer comment il existait une dynamique historique de mouvement des femmes qui devaient et qui voulaient s'émanciper, s'autonomiser. Dans le livre plus récent que vous citiez, c'est plutôt l'intersectionnalité, c'est-à-dire comment on peut refaire un récit d'histoire des féminismes qui soit plus inclusif à l'égard de minorités qu'on avait invisibilisées ou qu'on n'avait pas vues, ou auxquelles on n'avait pas toujours les sources non plus, parce que c'est important de parler des sources. Il y a les sources de la répression, comme vous l'avez bien dit, mais c'est aussi des sources qui dépendent beaucoup de dons privés, et puis de comment ces dons ont été recueillis, traités, mis à disposition. Et on a des chagrins terribles où on sait que des dons ont été refusés. Le don de Madame Vincent, qui était vraiment une archiviste incroyable du mouvement féministe, qui a été refusé par le mouvement social, on ne sait même pas où c'est passé. Le Harlor, qui était la bibliothécaire en chef de la bibliothèque Marguerite Durand, qui a travaillé avec Marguerite Durand, a fait don de toutes ses archives personnelles, et ça a été mis au pilon par la ville de Paris. Donc c'est aussi, voilà, ce que nous trouvons, ça dépend, voilà, comme dit Michel, on n'était pas trop de deux, mais on aurait pu être 20, et tant mieux qu'on soit aujourd'hui bien plus nombreuses, parce qu'il y a des tas de choses encore à découvrir. Et puis, à chaque époque, un certain regard qui va mettre plus ou moins l'accent sur les controverses. Alors, les controverses d'aujourd'hui, on le sait, c'est à nouveau la question du voile, la question des religions, la question de la laïcité, la question de la prostitution, travailleuse du sexe ou pas. Enfin, il y a toutes sortes de grandes... Mais je pense que c'est aussi la grande richesse des féminismes que d'être un lieu de débat
qui est rarement consensuel. C'est aussi un débat, c'est aussi un lieu de concurrence, un lieu de, disons, d'inimitié personnelle parfois entre les leaders. Mais c'est aussi un moment où se provoque une dynamique collective autour d'un consensus. Et à ce moment-là, il y a bien plus de discorde que de consensus, mais ce qui fait mouvement, et ce qui fait politique, et ce qui fait sens, et ce qui fait histoire, eh bien, c'est qu'à un moment donné, une revendication devient consensuelle, il y a une possibilité de dynamique collective, il y a du fédératif, il y a de la manifestation collective, tout en respectant une forme de pluralité, puisque c'est un mouvement et pas un parti. Donc je dirais qu'à chaque époque, des polémiques sur les stratégies, sur la provocation, sur le genre, en fait. Le genre est une vraie question de discorde. On s'habille en homme, ou au contraire, on est féminisme en dentelle, on choisit voilà, d'afficher l'homosexualité ou pas. En fait, c'est énormément de sujets que le féminisme porte, qui peuvent tous prêter à polémique, mais c'est une polémique extrêmement fructueuse, parce qu'il faut bien que tout ça soit mis sur la table. Et puis, il y a des moments où la contradiction est indépassable. C'est-à-dire qu'il y a des moments politiques, par exemple l'affaire Dreyfus, c'est un clivage indépassable. On ne pouvait pas être féministe radicale à la fronde et être anti-Dreyfusard. Donc à un moment, c'est le politique extérieur qui devient, voilà, qui fait qu'il y a comme disent les marxistes, une contradiction principale et qui élimine les autres. Et voilà, des sortes de clivages. Et puis d'autres moments, sur le droit de vote, ça devient beaucoup plus consensuel. D'ailleurs, des historiens l'ont aussi analysé comme ayant perdu un peu, plus ça devient consensuel, plus ça perdrait de sa subversion. Donc c'est aussi une question historique. Hein, est-ce que voilà, mais en même temps, c'est comme ça aussi qu'elles finissent par l'obtenir. Donc voilà, je réagis un peu comme ça pour montrer que c'est une tension permanente entre les sujets de conflit, les sujets de controverse, les controverses indépassables ou au contraire dépassables, et que plutôt que d'en faire comme si d'abord c'était les seuls à avoir des controverses, alors que toute l'histoire des mouvements sociaux c'est une large controverse, et encore aujourd'hui on le voit bien, parfois malheureusement. Donc ça fait partie de l'histoire sociale et de l'histoire politique que de comprendre ça, et que par ailleurs c'est tellement vaste, ça va tellement de la vie privée à la vie publique, de la vie sociale, la vie collective, de l'enfance à savoir comment on veut mourir, parce qu'il y a aussi cette polémique par exemple sur l'incinération, y compris au 19e siècle, hein, donc c'est aujourd'hui l'euthanasie, mais à l'époque c'est aussi quelque chose que les féministes réclament pour elles-mêmes, hein, donc c'est très intéressant de les suivre de la naissance au décès. Eh bien, ça fait partie vraiment, je pense, de la richesse de cette histoire. Oui, je pense que c'est... D'abord, c'est une erreur historique de parler du féminisme comme s'il était monolithique. Parce que, en fait, dans toute l'histoire qui nous occupe, il n'y a jamais eu un féminisme. Il y a toujours eu des féminismes extrêmement pluriels. Peut-être on peut considérer qu'à un moment, quand les revendications d'égalité entre les femmes et les hommes étaient portées par des individualités, et ça remonte à loin, Christine de Pisan, Marie de Gournay, Madeleine de Scudéry, et peut-être aussi Olympe de Gouges, d'une certaine manière, encore que pour Olympe de Gouges, ça commence à être un peu différent. On peut éventuellement dire qu'on est d'accord avec soi-même quand on est seul. Encore que des fois, on n'est pas toujours d'accord avec soi-même. Mais à partir du moment où le féminisme devient véritablement un mouvement collectif, il est nécessairement le produit de tensions, de frustrations, de tiraillements, de moments de grand bonheur et de moments de grandes engueulades. Je parlais tout à l'heure des Marie Paclair, qui a été une expérience sororale extraordinaire pour moi. J'ai tout appris aux Marie Paclair, à parler, à écrire. Eh bien, on avait les deux tout le temps, et en réalité, tout ce qui constituait les controverses de notre époque dans les années 90, la question du lesbianisme, peut-on être féministe et ne pas être lesbienne, par exemple, nous, ça nous a beaucoup occupés. La question, par exemple, de peut-on être féministe et ne pas être violente ? C'est une question assez importante. Tout ça nous a beaucoup occupés et nous n'étions en vérité pas d'accord sur grand-chose. Mais par contre, il y avait un certain nombre de choses sur lesquelles nous étions absolument d'accord.
Pour le dire rapidement, il y avait la lutte pour la préservation du droit à l'interruption volontaire de grossesse. Alors on en reparlera sans doute plus tard, mais à l'époque, il y avait quand même des commandos anti-IVG extrêmement virulents qui s'attaquaient au centre d'interruption volontaire de grossesse. Et puis, c'était aussi le moment de la montée du Front National. Et donc, nous étions profondément et définitivement antifascistes et antiracistes. Et sur ça, effectivement, on était d'accord. Donc, ça permettait quand même de faire cohésion. Mais je crois qu'en fait... c'est irréaliste d'imaginer qu'un mouvement qui est comme les féminismes, le féminisme disant étant une théorie politique globale dont l'objectif est quand même de construire une véritable société d'égalité réelle, nous ne parlons pas d'égalité formelle, nous parlons d'égalité réelle, ne soit pas en fait le produit des multiples tensions et controverses évidemment de la société, que ce soit parce que le féminisme est né d'abord effectivement dans le mouvement révolutionnaire. La France connaît 4 révolutions majeures de 1789 à la Commune de Paris de 1871. Le féminisme dit bourgeois ensuite, qui par ailleurs a quand même fait progresser beaucoup de droits très concrets des femmes. Et puis, ce que j'appelle moi le féminisme radical avec des ovnis iconoclastes qui sont très chers à mon cœur. Je ne veux pas évoquer Louise Michel, parce que si je commence à parler de Louise Michel, alors on va y passer la nuit. Et d'ailleurs, Louise Michel n'est pas vraiment dans le courant dont je veux parler, mais je pense par exemple à des féministes comme Nelly Roussel, pour lequel j'ai une passion profonde, ou comme Madeleine Pelletier, par exemple. Et je signale que moi, quand je suis jeune féministe, en fait, je me rends compte aussi de l'importance du travail de celles qui sont passées avant moi. Parce que, par exemple, si je lis l'éducation féministe des filles de Madeleine Pelletier, si je lis L'éternel sacrifié de Nelly Roussel, c'est parce qu'il y a les femmes du MLF qui ont compris, en fait, que notre histoire, c'était aussi les récits de nos vies intellectuelles, bien sûr, politiques et aussi humaines, et qui ont fait tout ce travail d'exhumation de ces textes formidables qu'elles ont republiés dans la décennie du mouvement de libération des femmes. Et moi, je me souviens que, par exemple, les 2 livres que dont je viens de vous parler, c'est Claude Ménien, qui a été l'une des premières à travailler sur Madeleine Pelletier avec Michel Perrault, avant que Christine Barr ne reprenne le flambeau et qu'elle permette de diffuser très largement la parole et l'action politique de Madeleine Pelletier. Mais c'est Claude Ménien qui m'a offert ces livres en cadeau en me disant il faut que cela passe d'une génération à une autre. Et Olympe de Gouges, dont on parle beaucoup aujourd'hui, on s'étonne d'ailleurs toujours qu'elle ne soit pas au Panthéon, bien que je n'ai aucune passion pour le Panthéon, du fait que, comme vous le savez, sur le fronton est indiqué aux grands hommes la patrie reconnaissante, comme si seuls les hommes faisaient les pays et les sociétés, mais je ferme cette parenthèse. Eh bien, je l'ai découverte aussi à la faveur de ce legs. On en parle beaucoup aujourd'hui, mais moi, quand j'étais jeune féministe, Olympe de Gouges, personne ne la connaissait. Donc tout ça pour dire que le féminisme ou les féminismes, c'est un work in process, en fait. Et qu'il faut toujours imaginer que nous parlons de groupes minoritaires et que le travail que nous faisons, c'est un travail permanent de rapport de force dans la société qui est la nôtre à un moment donné, et que ce rapport de force, il prend plusieurs visages. Le visage de l'action politique, bien sûr très concrète, mais aussi le visage de la réflexion politique, de la théorisation politique, qui passe aussi bien sûr par les récits historiques. Et ça permet effectivement de faire avancer les choses. Et évidemment, point n'est besoin de dire que nous n'avons pas nécessité à être d'accord sur tout. Pourquoi les féministes seraient les seuls groupes à devoir être d'accord sur tout, n'est-ce pas ? Donc, et moi je trouve qu'au contraire, le fait que nous ne soyons pas d'accord sur grand-chose en général est plutôt un formidable vivier de découverte, d'ouverture
et de prise en compte de nouveaux objets. Au passage, ces objets scientifiques sont souvent des objets qui sont considérés comme des mauvais objets ou des objets illégitimes. Par exemple, moi, lorsque j'ai commencé à travailler, lorsque donc je suis sortie de mes premiers cycles d'histoire à Paris 1 et que j'ai commencé une thèse, j'ai voulu travailler sur un des groupes peut-être les moins valorisés à l'époque. Pourquoi ? Parce que j'ai décidé de travailler sur des prostituées au Maghreb à l'époque coloniale. Je me souviens très bien de ma première discussion sur le sujet avec mon futur directeur de thèse, qui m'a dit, et nous sommes là au milieu des années 90, vous savez, moi je suis spécialiste d'histoire des hommes. Milieu des années 90. Et je lui ai dit, écoutez, je trouve ça très étonnant parce qu'il me semblait que l'histoire, c'était l'histoire des hommes et des femmes. Donc je ne savais pas qu'il fallait être... qu'il y avait... je faisais la béotienne parce que je le savais évidemment très bien. Et après, je lui ai dit, mais écoutez, moi, je préférerais faire de l'histoire des femmes si ça ne vous dérange pas, selon votre grille de lecture. Et il m'a répondu, vous êtes donc féministe. Vous voyez, en réalité, c'est très difficile de séparer le travail. Lorsqu'on travaille sur ce type d'objet, c'est très difficile de séparer, en fait, non pas parce que nous ne voudrions pas éventuellement le faire. Moi, je ne voulais pas le faire, parce que je ne sais pas dissocier la féministe de l'historienne, j'y arrive pas. Mais même si j'avais voulu le faire, le premier échange que j'ai eu avec mon directeur de thèse, c'était « Puisque vous voulez travailler sur des prostituées au Maghreb à l'époque coloniale, c'est donc que vous êtes féministe. » Ce qui de fait était vrai. Mais il n'y avait pas d'implication directe entre ce que je disais et ce que je voulais faire. C'est lui qui projetait ça sur moi. Donc je crois aussi que peut-être on a toujours ce problème lorsqu'on travaille sur les féminismes ou les féministes de cette délégitimation constante de ce que nous produisons au prétexte que nous briserions une certaine neutralité ou une certaine objectivité. Alors évidemment, si travailler sur les femmes, travailler sur les groupes marginalisés, travailler sur les questions raciales et les femmes racisées et racialisées, c'est évidemment briser la neutralité. Alors oui, évidemment, mais vous comprenez à quel point travailler sur ces questions-là, ça pose évidemment toute une série de questions qui nous sont souvent renvoyées de l'extérieur aussi. Peut-être avec ce que tu viens de dire, ça peut nous mener à la deuxième thématique de cette discussion, puisque quelque part tu as parlé du corps des femmes, ce qu'on fait, les appropriations, les projections, etc. Et tu as mentionné aussi en parlant la question de l'IVG. Peut-être que par rapport à la question de la régulation du corps de la femme, tu viens de publier un ouvrage qui est un aperçu, un survol de l'histoire des sexualités en France. Que peut-on dire de la sexualité, des femmes, du féminisme et de la question de la sexualité, notamment, alors il va nous enchaîner avec la troisième partie, mais bon, on peut les décomposer, mais je sais que tu travailles aussi sur la question du porno, et donc sexualité, femmes, porno, et peut-être qu'on peut y mêler quelque part la question de la religion. Moi, je vais répondre assez rapidement parce qu'en plus, sur l'IVG, je pense que Florence aura beaucoup plus à dire que moi puisqu'elle a beaucoup travaillé la question. Ce que je voulais dire, c'est que précisément, la question de l'histoire des sexualités, ça n'a pas été quelque chose non plus de très évident. Et moi, j'ai immédiatement mis les pieds dans ça puisque, comme je voulais préciser, ma thèse porte sur la prostitution coloniale en Algérie, en Tunisie et au Maroc, de la prise d'Alger jusqu'à l'indépendance de l'Algérie en 1962. Et c'est une thèse qui traite évidemment des trois pays qui ont d'ailleurs des histoires très différentes. Ça aussi, c'était un élément intéressant, c'est que quand j'ai commencé à travailler là-dessus, mon directeur de thèse m'a dit, vous savez, 3 pays, c'est quand même pas trop cool, il vaudrait mieux faire quelque chose de plus précis. Et moi, je voulais en fait vraiment travailler sur cette dimension régionale,
parce que justement, ces 3 pays avaient adopté le réglementarisme colonial. Donc le réglementarisme colonial, c'est la politique mise en place par l'État colonial pour réguler la prostitution. L'avait mis en place de manière différente parce que les sociétés étaient différentes et l'avait fait à des époques très différentes, puisque pour l'Algérie, c'est dès la conquête, pour la Tunisie, dès l'instauration du protectorat en 1881, et pour le Maroc, dès le traité de Fès, donc dès le traité signé avec la France en 1912. Mais bon, je ferme cette parenthèse. Donc la sexualité ou les sexualités, c'était vraiment, je pense que c'est le sujet qui me passionne le plus dans la vie. Et c'est pourquoi nous avons décidé, je dis nous parce que nous sommes plusieurs, il y a 2 autres historiennes, Sylvie Chaperon, dont le travail est formidable, Emmanuelle Retailleau, dont le travail est non moins formidable, et enfin une socio-anthropologue, Catherine Deschamps, qui s'est occupée en fait de la partie la plus contemporaine de cette histoire, puisque nous allons de la Révolution française à MeToo, sachant que moi qui suis 19e, je me suis occupée essentiellement du grand 19e siècle, donc de la Révolution française jusqu'au début de la Grande Guerre. Parce que les historiens du 19e siècle ont annexé une partie du 18e siècle et une partie du 20e siècle. Il faut que vous le sachiez, nous sommes probablement un peu expansionnistes. Hein, bon. En tout cas, la chose est tout à fait comme cela. Donc, et en fait, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'études qui traitent de la sexualité ou des sexualités, mais qu'il n'y avait jamais eu finalement un livre qui fasse la synthèse de tous les travaux qui ont été produits, disons, de l'après-Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que c'est un outil qui est très, très utile pour beaucoup de gens, y compris pour les étudiantes et les étudiants, mais aussi pour les gens qui s'intéressent en fait à cette question des sexualités. Donc c'est un ouvrage collectif écrit à plusieurs mains, ce qui n'est pas non plus évident. C'est une petite aventure, c'est pas une thèse, mais enfin un ouvrage, c'est pas toujours évident non plus. Et alors on traite en fait de la sexualité et du genre en même temps, d'autant qu'au XIXe siècle, la distinction n'a aucun sens. Et donc dans cet ouvrage, on va traiter de toutes les questions possibles et imaginables, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se rencontre, comment est-ce qu'on s'aime ou pas, comment est-ce qu'on se marie, comment est-ce qu'on se sépare. Hein, il faut savoir que à partir de 1816, le divorce qui avait été introduit par la Révolution française est à nouveau interdit en France à cause de la Restauration, et qu'il faut attendre la Troisième République pour voir le divorce réintroduit. Donc aussi la maternité, la grossesse, et bien sûr on croise les grossesses désirées, mais les grossesses non désirées, donc la contraception, l'avortement, les abandons d'enfants, les infanticides. Notamment, je pense au très beau travail de Annick Tillet sur les infanticides en Bretagne dans le premier 19e siècle, parmi tant d'autres travaux extraordinaires. Et puis, on traite aussi, bien sûr, des minorités dites sexuelles. Je dis dites parce qu'en réalité, on ne sait pas si c'est tellement des minorités. Ça aussi, c'est une projection qui consiste à dire que ça en est dans la diversité de ces minorités, de leur apparition. Quand est-ce que, par exemple, on va... et avec aussi un travail savant sur l'épistémologie des mots aussi. Quand est-ce qu'on commence à parler ou pas d'homosexualité? Quand est-ce qu'on commence à parler ou pas d'hétérosexualité? Quand est-ce que les lesbiennes deviennent visibles, bon, etc., etc. Et puis aussi du champ extrêmement important dont on parlera plus tard, des violences. Parce que, évidemment, les violences sont très importantes. Ça va effectivement de discuter de la question de l'inceste, de la pédophilie, du viol, etc., etc. Donc je pense que c'est un outil très important en fait, qui donne un éclairage assez synthétique en fait de ce que constitue aujourd'hui l'extrême variété des études historiques, socio-anthropologiques sur la question des sexualités en France, sachant qu'on s'est quand même plutôt basé sur la France continentale. D'abord parce que moi j'avais fait sexe, race et colonie avant et que j'avais fait largement ce que j'avais à faire, mais bien sûr il y a quand même quelques ouvertures là-dessus. Et puis sur l'IVG, je pense qu'on va proposer plutôt à
à Florence de nous parler du travail qu'elle a fait. Et puis peut-être après, je reprendrai la parole pour parler d'une action, ou peut-être tu en parleras, d'une action commune que nous avons menée avec la Fondation des femmes récemment. Oui, sur l'IVG, ce qui est intéressant, quand on prend un objet comme ça, donc on a ressorti en livre de poche un livre qu'on avait fait avec Bibi Pavard et Michel Zancarini il y a déjà quelques années sur les lois Veil, c'est-à-dire la loi de 74 sur la contraception qui élargit la loi de 67 sur la contraception et la loi de 75 sur l'IVG, dont on connaît aussi les limites et comment ça a pu être de plus en plus libéral jusqu'à l'inscription dans la Constitution très récemment. Ce qui est intéressant quand on prend cette question, c'est que on doit s'intéresser à comment on fabrique une loi. Donc bien sûr, on retrouve tout à fait de façon essentielle et souvent éliminée dans les travaux très généraux, c'est-à-dire la mobilisation féministe, comment c'est déjà une question qui se met en mots, mais finalement sur le 19e siècle, on retrouve aussi les néo-malthusiens. Donc voilà, les féministes n'ont pas toujours la seule propriété de questions qu'elles contribuent à mettre au jour. Donc c'est aussi intéressant de travailler sur ces différents types d'influences. Mais Nelly Roussel, Madeleine Pelletier, que tu as citées, sont à la fois néo-malthusiennes et féministes. Et elles sont assez exceptionnelles comme féministes parmi les néo-malthusiens, et elles sont assez exceptionnelles comme néo-malthusiennes en tant que féministes. Donc elles sont aussi assez atypiques. Donc on retrouve comme ça des personnalités qui font finalement le lien avec une inspiration. Voilà, c'est quand même le néo-malthusianisme qui les amène à penser la contraception et l'avortement. Il faut quand même reconnaître ça aussi dans l'histoire de la pensée. Et puis, elle le lie avec l'émancipation des femmes de façon beaucoup plus globale et donc un réformisme. Mais c'est assez passionnant parce que finalement, qu'est-ce que reprochent les néo-malthusiens un peu purs et durs à ces féministes qui sont leurs collègues, enfin leurs camarades, on va dire, eh bien, c'est d'être réformistes, c'est-à-dire de penser qu'elles peuvent aussi lutter pour des droits et l'inscription dans la loi. Donc ça a été un grand débat qui concerne aussi l'histoire du mouvement socialiste, réformiste ou révolutionnaire, et qui divise aussi des féministes, sauf qu'en fait, et donc il y avait un petit problème de vocabulaire, parce que, et peut-être que le mot de féministe radical que Laurence Kleichmann et moi-même avions emprunté aux historiennes allemandes. C'est les Allemandes qui avaient fait un numéro de revue spécial sur Die Radikalen et qui nous a mis ce vocabulaire à disposition. Parce que si on disait révolutionnaire, et elles le sont, et aujourd'hui ce mot revient et est très important, révolution féministe, mais ça aurait pu être interprété par rapport à la Troisième République comme si elles étaient anti-réformistes et que donc elles ne voulaient pas se battre pour des réformes et donc l'inscription dans la loi. Donc voilà, la question de l'IVG, ça pose un peu toutes ces questions. Quand est-ce qu'on se mobilise? À la fois, on va mettre au jour des questions qui étaient totalement tabous, interdites, et qu'on va politiser. Et là, on a déjà le privé politique, c'est-à-dire qu'on en fait une question politique, on en fait une question de droit et non plus de morale, on en fait une question sociale et non plus une question d'éthique ou de transgression d'un principe. Et là, intéressant aussi parce qu'on doit s'intéresser aux antiféministes ou aux anti-IVG. Et là, qui trouve-t-on? Bien sûr, l'Église et les églises, mais on trouve aussi des natalistes, des populationnistes, qui peuvent être aussi de gauche. Donc on est toujours à front renversé, en fait, par rapport à la polarisation des débats, soit historiographiques, soit des débats médiatiques. Donc on doit essayer de rendre compte de ces dynamiques aussi d'hostilité qui, bien sûr, sont bien plus fortes pendant très longtemps, jusqu'aux années 1970. C'est ces courants-là qui l'emportent avec les lois de 1920-1923 qui interdisent
toute propagande, même sous pli cacheté, pour la contraception, et qui vont correctionnaliser l'avortement, ce qui peut paraître curieux. On pourrait avoir l'impression que c'est moins grave, mais en fait, c'était pour arracher la question de l'avortement au jury populaire, parce que les jurys populaires étaient beaucoup plus cléments, parce qu'ils trouvaient toujours des raisons sociales, d'ailleurs objectives, pour ne pas condamner ou pas condamner trop sévèrement les personnes qui étaient accusées, soit les femmes qui avaient avorté, soit les personnes qui les avaient avortées, ou des médecins, ou des sages-femmes, ou des aides, tout simplement, des voisines, qui pouvaient avoir participé à cet acte qui était condamné. Et les jurys d'assises, les jurys populaires étaient plus cléments enfin c'était l'hypothèse, mais ça s'est révélé assez exact, que les jurys populaires étaient plus cléments. Il y avait beaucoup de, finalement, voilà, on ne condamnait pas, ou pas suffisamment, que des jurys professionnels. Donc on correctionnalise, ça devient un délit, non plus un crime. Ce sont des juges professionnels et ils vont être beaucoup plus sévères. Voilà. Et surtout, ça n'est plus le peuple ou représentant du peuple. Donc c'est intéressant toute cette histoire. On est obligé de prendre en compte toutes sortes de dynamiques. Et ensuite, quand les féministes ont la possibilité de remettre sur le métier cette revendication, donc à partir des années 70, où ça devient justement une de ces revendications fédératives qui fait que tous les courants peuvent dépasser leurs oppositions, leurs querelles, pour avoir une revendication commune, eh bien, il faut des relais. Donc ça, c'est aussi une histoire politique. Ben, finalement, qui au Parlement va porter cette histoire? Qu'est-ce que ça va donner? Et là, on est dans un autre registre d'histoire politique, et là aussi, il y a eu quelquefois des querelles, parce qu'il y a un peu une histoire qui a été très utile, mais qui quelquefois montre que les féministes ont tout fait, mais elles ont fait énormément, mais il y a un moment, il n'y a pas qu'elles, il y a aussi des relais, et c'est aussi très intéressant quand on travaille justement sur un droit ou sur une liberté et sur des pratiques, eh bien, d'essayer de comprendre comment ça se débloque. Et là, on trouve toutes sortes d'alliés, quelquefois surprenants. Beaucoup de femmes de gauche. Bon, il y a évidemment Simone Veil, une femme de droite, qui, avec un courage extraordinaire, défend devant une assemblée pratiquement que d'hommes ce droit. Mais après, toutes les avancées vont appartenir à la gauche. Et encore, voilà, même s'il y a eu un consensus sur la constitutionnalisation, c'est quand même davantage une histoire voilà, portée par la gauche en France que portée par la droite. Il y a juste ce petit moment de droite libérale dans les années 70 voilà, sur lequel on pourrait revenir. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une autre façon d'aborder l'histoire des féminismes qui croise toutes sortes d'autres familles de pensée, d'autres historiographies, et qui nous donne une histoire des féminismes un peu différente. Et puis récemment, j'ai beaucoup retravaillé sur les anti-IVG, parce que c'était vraiment à l'ordre du jour. Notamment, j'ai été très stimulée par les États-Unis 2022, voilà, le fait que la Cour suprême supprime l'arrêt qui autorisait l'avortement, et qui donc permet aux États de décider qu'ils peuvent l'interdire. Et puis tous ces problèmes absolument monstrueux d'accès à la pilule du lendemain. Et ça m'a donné envie de mieux saisir les stratégies des anti-IVG, notamment au niveau judiciaire. Et au tribunal, que se passe-t-il? Eh bien, il y a toute une série de stratégies pour séculariser les questions d'opposition à l'avortement. Donc ça n'est plus, si vous voulez, la référence à Dieu ou à la religion qui ne peut pas être entendue dans un tribunal en France, mais c'est la liberté d'opinion, la liberté de conscience. Ils vont chercher tout ce qui, dans l'arsenal juridique, pourrait aller dans leur sens à partir du moment où on reconnaîtrait le fœtus comme une personne. Donc c'est très intéressant de voir les stratégies, et surtout de voir à quel point elles sont travaillées très minutieusement. Tout est au point. Si vous voulez, là, on est complètement sidéré par ce qui se passe aux États-Unis, mais on est sidéré, et en fait, tout était déjà prêt. Tout était déjà dit. C'est comme quand on lit Mein Kampf et qu'on voit que tout était dedans. Et bien là, si vraiment on basculait en France, tout est prêt.
tout est prêt pour faire basculer la législation. Et donc après, du coup, j'ai travaillé sur la loi de 93 qui était le délit de faire la généalogie et l'histoire de cette loi, là encore, de délit d'entrave à l'IVG. Donc c'est une histoire tout à fait passionnante, une loi qui a été promulguée en 1993 pour essayer de mettre fin à ces commandos qui s'inspiraient des États-Unis. Donc on ne s'inspire pas que des grandes historiennes, mais malheureusement aussi du militantisme d'extrême droite ou d'anti-IVG, en tout cas d'une radicalité hostile aux droits des femmes. Et c'était intéressant de faire cette généalogie, et j'ai conclu cet article en disant que cette loi était souvent un peu méconnue parce que maintenant elle était moins utilisée, heureusement, puisque ça a mis fin à ce type de stratégie de commando, mais que peut-être ça pouvait être un élément à travailler du point de vue des études féministes juridiques, parce que c'est un outil qui peut être juridique, c'est-à-dire que nos adversaires travaillent énormément. Ils travaillent intellectuellement, philosophiquement, juridiquement, et que peut-être il y a aussi un énorme champ de résistance à travailler autour de ce qui serait disponible de façon légale et juridique pour se défendre. Et ça me semblait être un exemple très intéressant de comment, là aussi, synergie entre mobilisation féministe, elles sont toujours déterminantes, et aussi pour élaborer la sémantique, la rhétorique et l'argumentaire, et puis après la transformation juridique, la transformation législative. Non, mais avant cela, juste dire que, partant du principe qu'un droit qui n'avance pas recule, et je le crois très sincèrement, nous avons, avec la Fondation des femmes, je dis nous parce qu'en l'occurrence, la tribune qui est parue dans Libération, je ne sais plus quand, mais il n'y a pas longtemps, a été co-signée par Michel, Florence et moi-même. Donc la Fondation des femmes a lancé par cette tribune une pétition que vous d'ailleurs vous pouvez encore signer si vous le souhaitez sur le site de la Fondation des femmes, qui consiste à réhabiliter en fait toutes les femmes qui ont été injustement condamnées pour avortement avant la loi Veil de 1975. Et cette proposition que nous avons faite dans cette tribune a été immédiatement utilisée, disons, par Laurence Rossignol, qui est sénatrice PS et qui en a fait une proposition de loi au Sénat, qui est en ce moment même étudiée. Et probablement les unes et les autres, nous allons être auditionnés par le Sénat pour dire ce que nous pensons de cette affaire. Donc, parce que la constitutionnalisation n'a pas tout réglé, bien évidemment. Il y a d'ailleurs, nous le savons, énormément des disparités sur notre territoire, des disparités aussi socio-économiques entre les femmes, des disparités de connaissance de l'existence des dispositifs visant à permettre les interruptions volontaires de grossesse. Donc je crois vraiment qu'il faut maintenir une pression forte malgré la constitutionnalisation, et que ce travail qui a été mené par la Fondation des femmes participe tout à fait de ce haut niveau de pression, disons. Et maintenant, on peut passer aux violences. Et peut-être juste dire un mot sur ce très beau film que vous avez peut-être vu, Il faut que les femmes parlent. Et là, c'est aussi un petit événement, puisque c'est l'INA, l'Institut national d'audiovisuel, qui a lancé cette grande récolte de témoignages, et sur les femmes qui ont accepté de témoigner, sur des femmes qui ont subi des avortements avant 1975, donc l'avortement illégal, clandestin. Et c'est absolument bouleversant et magnifique, et ça a donné des archives qui sont disponibles en accès libre sur le site de l'INA, et ça donne aussi un film où il y a eu un choix et de nouveau des interviews des personnes qui avaient accepté de l'être. Et c'est, je crois, alors voilà, on a des régressions, mais on a aussi un moment de mémorialisation qui est vraiment très important autour de cette question, et l'idée que l'INA puisse prendre ce thème comme thème de récolte des archives du futur, c'est un succès qu'on peut partager dans la longue durée avec Michel. J'en profite aussi pour dire que, je crois, il y a 2 jours sur Arte a été diffusé le film tiré du livre de Annie Ernaux, L'événement,
et que je crois qu'il est toujours disponible pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu, donc sur le replay d'Arte. Pardonnez-moi d'avoir fait cette publicité. C'est pour Annie Ernaux, hein, et pour le droit à l'avortement. Oui, alors je peux le faire et je vais le faire très rapidement, évidemment, parce que je ne veux pas être la seule à parler là-dessus. Mais voilà, disons que je dois dire que lorsque j'ai commencé le travail sur Féminicide, une histoire mondiale, alors même que j'avais quand même l'habitude, parce que comme le disait Michel Perrault tout à l'heure, on a commencé par les femmes victimes, et à juste titre, évidemment, parce que les femmes ont été de tout temps victimes, évidemment, des systèmes patriarcaux. Mais j'avoue que lorsque j'ai commencé ce livre, qui, je le précise, est un ouvrage collectif dans lequel on retrouve à peu près 130 autrices essentiellement, mais aussi auteurs, donc autour de cette question des féminicides, qui traite donc de cette question de la préhistoire à nos jours sur les 5 continents, et qui avait comme volonté première de mettre en avant des figures du féminisme que j'appelle majoritaire, donc des féministes plutôt qui viennent du Global South, donc des femmes qui viennent du continent américain, par exemple, comme Rita Laura Segato, du continent africain, comme par exemple Aminata Traoré, même si Aminata Traoré, elle est un peu entre plusieurs choses, parce c'est aussi une très grande militante altermondialiste et anti-impérialiste, et anticapitaliste aussi, mais je pense que c'est le package. Des femmes aussi qui viennent beaucoup du continent asiatique. Bref, d'être aussi dans cette conversation globale entre un féminisme défini peut-être un peu abruptement comme occidental, et puis tout le reste, quoi. Et tout le reste, c'est beaucoup de choses, et aussi beaucoup de chercheuses qui se revendiquent plus ou moins du féminisme, certaines beaucoup, certaines moins, mais qui ont aussi produit tout un appareillage conceptuel qui est tout à fait essentiel en fait au traitement du sujet en question, puisque le concept même de féminicide est né sur le continent américain, et plus spécifiquement au Mexique, hein, au milieu des années 90, lorsque précisément on découvre effectivement ces féminicides de masse. On parle là non pas de dizaines, de centaines, mais de milliers de femmes qui sont exécutées. Et on fait aussi la distinction entre fémicide et féminicide, que je ne peux pas faire ici parce qu'on n'a pas du tout le temps, évidemment. Mais ce que je voulais dire en introduction de ça, c'est ma stupéfaction, en fait, parce que je ne pouvais pas imaginer, en commençant à travailler sur ce livre, qu'il y aurait depuis quasiment toujours, c'est-à-dire avant même que nous fassions société, c'est-à-dire au moment où nous faisons espèce, et jusqu'à aujourd'hui, des féminicides, finalement, à peu près partout et tout le temps. Donc ça pose déjà le caractère systémique et quasi universel des violences faites aux femmes. Et donc, de facto, c'est une question fondamentale dont nous ne pouvons pas, évidemment, faire abstraction, puisque ça constitue finalement la base idéologique de ce que nous combattons. Hein, puisque c'est une idéologie, bien sûr. Le patriarcat, c'est une idéologie. Comme le disait très bien Christine Delphi, elle disait « Nous avons un ennemi principal, et cet ennemi principal, c'est le patriarcat, ou les patriarcats. » Et là aussi, il faudrait pouvoir discuter des subtilités, puisque, par exemple, Rita Laura Segato montre bien qu'il y a des patriarcats de basse intensité, des patriarcats de haute intensité, et qu'en soi, déjà, cette histoire est une histoire tout à fait passionnante. Mais pour ne pas trop prendre de temps, je voulais évoquer 2 choses. La première, c'est que je participe à un collectif en ce moment formidable, à une nouvelle sororité qui s'est réunie autour d'un procès à venir, qui est le procès des réseaux du porno amateur. En l'occurrence, les réseaux dits Jackie et Michel et French Bukake. Ce collectif est un collectif qui repose sur des témoignages de victimes. Elles sont très nombreuses, qui ont travaillé vraiment en grande proximité avec des autrices
du même nombre, 15 victimes, 15 autrices. Je parle sous le contrôle d'Hélène Devinck, ici présente, qui participe de cette magnifique sororité. Et nous avons décidé en fait de nous attaquer à l'un des bras armés de ce système de domination et d'écrasement des femmes que nous avons documenté et travaillé de manière très importante, en particulier à travers ce qu'on appelle aujourd'hui la nouvelle pornographie. Et c'est intéressant parce qu'en réalité, je me suis aperçue en travaillant dans Féminicide, une histoire mondiale, que finalement, les féminicides de masse, la nouvelle pornographie et les attentats masculinistes, dont le plus connu est celui qui touche l'école polytechnique de Montréal en 1989, mais il y en a bien eu d'autres depuis, participent exactement de la même logique, en fait. Et donc, nous avons décidé de faire ce livre entre sœurs. C'est un collectif de sœurs, et c'est notre riposte. J'emploie ce terme riposte parce qu'il faut saisir en fait la nature de ce qui nous écrase au travers de ce qui constitue donc cette nouvelle pornographie, dont je ne peux évidemment pas parler maintenant. Et je précise que ce n'est pas du tout un jugement moral sur le rapport des femmes à la sexualité, parce que cette nouvelle pornographie, ce n'est pas de la sexualité, c'est de la violence. Et je pense que c'est très important de faire la différence. Donc, nous ne sommes pas du tout engagés dans l'idée que les femmes et les hommes n'ont pas la possibilité d'avoir des relations, les femmes, les hommes et tout le reste, les femmes entre elles, les hommes entre eux, le multipartenariat, les gens qui sont dans la sexuation, bref, ce n'est pas du tout le problème en réalité. Je pense que c'est vraiment important parce que ça fait l'objet d'un débat très violent précisément au sein des féminismes. Donc voilà, donc ça c'est une espèce de travail constant en fait entre produire des études scientifiques documentées, référencées sur un certain nombre de choses et les articuler avec les besoins d'évolution d'une société en mouvement vers une égalité réelle. Et cette violence extrême que nous avons expérimentée dans le débat, dans la rencontre, dans l'écoute avec les victimes, elle fait aussi écho à un autre procès, qui est donc celui des violeurs de Mazan, que personne ne peut ignorer, évidemment, puisque ça a été évidemment un cataclysme dans la France d'il y a peu de temps, puisque ça a commencé en septembre 2024, ça s'est clôturé en décembre 2024. Donc cette fois-ci, le procès du viol par soumission chimique. Et donc, voilà, en réalité, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que c'est très compliqué pour nous de faire une distinction nette entre ce qui relève du travail scientifique académique et ce qui relève de la nécessité de faire bouger radicalement cette société. Enfin, à mon sens, le changement de paradigme est absolument nécessaire. Il faut révolutionner ce monde. Et nous, en tant que historiennes féministes ou historiennes et féministes, chacune dira ce qu'elle veut, évidemment. Certaines se diront historiennes féministes, d'autres historiennes et féministes, et elles ont bien le droit aussi de l'être. Nous avons une responsabilité aussi de faire... de partager l'expertise acquise par le travail archivistique, par la rencontre avec des trajectoires de femmes extraordinaires. Moi, je me souviens de mon bonheur, par exemple, quand j'ai trouvé Germaine Aziz. Germaine Aziz, qui est l'une des rares prostituées algériennes, on disait à l'époque indigène, qui a écrit sa propre vie dans le système réglementariste colonial et que j'ai pu avoir au téléphone, avec qui j'ai pu parler. Quand j'ai republié son témoignage, je me suis sentie vivante et utile. Vivante et utile parce que cette femme a vécu dans ce système-là, à cette époque-là, dans sa vie à elle, quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû vivre. Voilà, donc c'est ce travail, en réalité, c'est un travail qui est nécessairement, pour moi en tout cas, qui lie de manière inextricable
le fait le savoir, c'est un pouvoir. Qu'est-ce que nous faisons de ce pouvoir? Moi, je sais ce que j'en fais. Et on va demander à Florence. Eh ben, je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais alors moi je dirais plutôt contre-pouvoir, mais après voilà, version optimiste, version pessimiste, mais ça me plaît d'être encore dans la contre-culture, le contre-pouvoir, voilà, on se refait pas, mais bon, je ne nie pas non plus qu'on produit bien sûr du savoir, et je voulais juste rebondir sur voilà, moi j'ai essayé de faire un petit essai d'histoire mondiale des féministes dans un que sais-je, donc vraiment minuscule, 128 pages. Et on me demandait de prendre la suite de Michel André, justement, à qui on a rendu hommage tout à l'heure. C'était un peu intimidant. Et moi, j'ai dit, mais non, mais on ne peut pas du tout faire que la France. Il y a déjà des petits livres de poche très, très bien sur l'histoire du féminisme en France. Et puis, moi, tout ce que j'ai lu depuis, justement, la sortie de ce livre de Michel André, c'est sur les féminismes dans d'autres contrées, dans d'autres aires culturelles. Et venait de sortir beaucoup d'essais d'histoire mondiale, et je me suis dit, alors moi je voulais absolument que ça s'appelle essai d'histoire mondiale, parce que je trouvais que c'était quand même un peu fou d'appeler ça histoire mondiale des féminismes, mais bon, ça c'est aussi le choix des éditeurs, hein, les titres. Et puis après tout, je me suis dit, c'est un peu comme un gros article d'encyclopédie, hein, que sais-je, hein, c'est aussi à destination vraiment d'un public qui a envie de comprendre, de survoler une question. Et l'enjeu, c'est pour ça que j'en parle, parce que c'était aussi un enjeu. Alors là, c'est différent. Moi, je faisais une synthèse un peu comme on fait une synthèse de dictionnaire. Toi, tu as vraiment cherché des autrices, des auteurs. Mais ça pose vraiment plein de questions, de se situer à une autre échelle. Et c'est des questions passionnantes. Parce que déjà, le mot féminisme, c'est très compliqué. Il y a des féministes absolument formidables, mais qui ne veulent pas utiliser le mot, parce qu'il y a toujours la réception du combat. Et que donc, il y a un moment où c'est plus facile de dire mouvement des femmes, mouvement des droits des femmes, mouvement pour les femmes ou pour l'égalité, et c'est pas possible d'utiliser ce mot de féminisme, notamment en Asie par exemple. Mais moi, j'assume de les intégrer néanmoins dans cette histoire, tout en disant à quel point, voilà, chacune va s'accaparer cet objet. Et l'autre enjeu, c'était vraiment de montrer, parce qu'on m'avait dit une fois dans un séminaire très savant, oh, mais de toute façon, c'est un phénomène exogène, vous n'êtes qu'une féministe blanche occidentale, et voilà, y a pas on ne peut pas recevoir cette histoire dans d'autres contrées que la vôtre. Bon. Donc il y avait vraiment un enjeu de montrer, voilà, les éléments historiques que j'avais à disposition, avec toutes les limites voilà, de mon accès à certaines langues et pas d'autres, à certains résumés de livres. Évidemment qu'on ne peut pas tout lire, mais il y avait la possibilité d'ouvrir, si vous voulez, cette fenêtre vers une autre échelle de pensée de l'histoire des féminismes. Et c'était extrêmement émouvant. On trouve justement des personnes. Alors, ce qui est très frustrant dans un que sais-je, c'est qu'on ne peut pas faire les biographies. Après, j'ai vérifié qu'elles étaient presque toutes sur Wikipédia, et que donc je pouvais récupérer des signes pour raconter d'autres choses, et que du coup, je pouvais ne pas forcément donner les biographies. Mais bon, ça, c'est toujours assez déchirant quand on doit réduire. Mais l'idée, c'était vraiment d'impulser et d'offrir un outil aussi. Et ce petit livre n'a pas eu énormément de répercussions en France, mais il est traduit en coréen, il est traduit en turc, il vient d'être traduit en japonais, et c'est incroyable, c'est en italien, en espagnol, et c'était très émouvant sur la Corée, par exemple, parce que ça devenait un objet féministe. Et comme quoi, on est toujours dans cet aller-retour entre ce que nous produisons, les faits aussi. Voilà, nous produisons peut-être du savoir, du pouvoir, mais nous produisons aussi des objets qui transitionnent vers l'engagement pour l'égalité, la liberté, voilà, des hommes, des femmes et des hommes, et la sororité. Voilà. Beaucoup, Florence. Je pense que ça, c'était une belle conclusion à vos contributions sur ces questions brûlantes. Alors, peut-être qu'on peut prendre 3 petites questions, mais en sachant que vous ne serez pas frustrés, parce que nous avons un cocktail à côté, juste derrière. Il faut aussi que Fanny et Ludivine reviennent. Oui, et tout le monde va revenir.
Absolument, pour prendre les questions. En fait, c'est peut-être parce que c'était le dernier thème abordé, la violence faite aux femmes et la pornographie. Est-ce que vous avez vu le film Anora, qui a remporté la Palme de Cannes, ainsi que l'Oscar? J'ai été personnellement, j'ai failli sortir au milieu, tellement j'ai trouvé ça abject. Et puis je me suis dit non, quand même, je vais aller au bout du film. Et je ne sais pas, moi ça m'a beaucoup choquée. Vous l'avez vu ou pas? Oui, je suis allée le voir parce que moi je vais voir tous les films comme ça, quoi qu'il arrive. Et parfois j'avoue que c'est compliqué. Bah, ça participe en fait effectivement enfin, c'est une question très complexe en fait au sein même des féminismes. Florence l'a évoqué tout à l'heure. Vous savez qu'il y a une grande fracture, si on peut dire, entre l'abolitionnisme, qui est un mouvement historique, on peut même dire un des piliers en fait du féminisme français et même plus généralement occidental, donc qui s'oppose bien sûr et à la prostitution et à la pornographie. Oui, absolument, mais restons là-dessus en particulier. Et puis donc un mouvement aussi important dit pro-sexe qui défend évidemment la question du travail du sexe. Donc je pense qu'on ne va pas régler cette question-là maintenant, mais en tout cas c'est un débat effectivement très important. Moi j'ai ici un cours sur l'économie du sexe où on traite de ces questions-là dans la diversité des points de vue. Et c'est assez intéressant, je pense, pour les étudiants et les étudiantes de notre programme, d'en sortir en se faisant finalement leur propre idée en conscience et en ayant pu discuter très librement en fait de tout cela. Sur le film, je vous réponds pas parce que c'est pas l'objet de. Ouais. Je dis un mot, mais je te passe le micro. L'érotisation de la domination, c'est quelque chose qui s'est construit dans la très longue durée et dont nous continuons à être un peu noyés avec ça. Et les mouvements féministes, depuis la fin du 19e siècle, se sont attachés à ça. Certaines d'entre elles, avec des violentes controverses parfois au sein des mouvements féministes, l'insulte suprême étant d'être taxée de puritanisme. Alors que la question que posent les militantes féministes, c'est une question relative à l'émancipation. Ce n'est pas une question d'ordre moral, c'est une question en fait très humaniste qui est posée, mais qui continue, et probablement jusqu'à la fin du monde peut-être, de fracturer les féminismes, et comme ça fracture en fait le reste de la société. Après, voilà, il y a des rapports de force. Tu évoquais la question aussi autour de l'IVG, par exemple, qui a été une question aussi qui a fait débat au sein des mouvements féministes de la première vague, autour des questions voilà, du rapport à la religion, du rapport à la morale, et en particulier à celle des femmes, c'est comme si elles ne reposaient que sur elles, et en tout cas c'est sur leur corps que peuvent se jouer la plupart des conséquences là-dessus. Enfin, je ne sais pas si tu voulais réagir, faire un parallèle avec ça. Je te tends un piège, peut-être. Non, mais c'est peut-être qu'il faut prendre... Mais si vous voulez... Sinon, on reviendra là-dessus, mais il y aura peut-être... C'est peut-être arrêter un peu la parole. Oui, merci. Merci, vraiment, c'était totalement passionnant, toutes vos interventions. Merci infiniment. Je voulais poser une question concernant le féminisme de la quatrième vague, c'est-à-dire qu'on vit actuellement sur les... MeToo et l'avancée fondamentale sur cette question-là. Maintenant, il y a des courants au sein du féminisme qui disent des choses qu'il faut écouter aussi, je pense. Moi, je pense que MeToo a une révolution fondamentale. Mais il y a des courants au sein du féminisme qui expliquent quand même qu'axer tout, comme aujourd'hui, sur la question des violences sexistes et sexuelles, c'est relativiser les autres questions, et notamment relativiser, puisqu'il était question dans... Des femmes ouvrières, fondamentalement d'autres formes d'exploitation que l'exploitation strictement liée au patriarcat. Comment pensez-vous qu'il faille articuler aujourd'hui, précisément dans le contexte de régression absolue que l'on connaît, la question de la lutte contre le fascisme qui est d'ores et déjà là, par exemple aux États-Unis, par exemple dans d'autres pays comme en Italie,
et la question de ce féminisme de la quatrième vague. Comment articuler, grosso modo, la lutte contre le capitalisme au stade où on en est, hein, à savoir un capitalisme mafieux, en bout de course, absolument sidérant, et la question de la lutte contre le patriarcat. Merci. Merci beaucoup. Merci Michel pour cette question importante. Merci de me donner la parole sur ce sujet. C'est intéressant la manière d'ailleurs dont tu poses cette question parce que ça m'a immédiatement fait penser à Françoise d'Aubonne qui parle du capitalisme comme du stade suprême du patriarcat en plagiant la formule de Lénine sur le capitalisme, l'impérialisme comme stade suprême du capitalisme. Mais voilà, en fait, dans une continuité. Et bien sûr que désormais, de plus en plus de femmes, de féministes essaient de coupler l'ensemble de ces luttes, mais finalement on a parlé de nombreux exemples sur des féministes radicales, tu en parlais évidemment Florence, qui avaient déjà en tête évidemment la lutte contre le capitalisme en tant qu'il est prédateur, en tant qu'il transforme le vivant en marchandise. On a parlé de l'importance du féminisme latino-américain, des chicanas, les féministes chicanas, on en a parlé au travers de la notion de féminicide, qui défendent notamment la question de la grève féministe. Et elles ont parmi de très belles formules très fortes, très déterminées, celle-ci qui dit « Ni les femmes, ni la terre ne sont des territoires de conquête ». Et c'est intéressant que d'ailleurs dans des soulèvements populaires comme le mouvement des Gilets jaunes, il en ait à nouveau été question. On a vu sur des gilets réapparaître cette formule qui vient d'Amérique latine, ni les femmes ni la terre ne sont des territoires de conquête. Donc il me semble très important, mais dans toute cette histoire finalement, ce que désormais nous nommons l'intersection ou l'intersectionnalité, l'idée de croiser les oppressions et de lutter contre au sein même de ce croisement, c'est absolument fondamental. Et dès lors, la question de l'afroféminisme, la question du féminisme décolonial, qui constitue aussi des interpellations aux femmes, aux féministes. On le sait, avec Fanny Gallo et Fanny Bugnon. Ici, nous avions, donc tu l'as rappelé Christelle, coordonné un ouvrage qui s'appelait Féministes, prolétaires de tous les pays qui lavent vos chaussettes. Ensuite, voilà, pour interpeller le mouvement ouvrier, le mouvement prolétarien et internationaliste sur l'invisibilisation justement du travail des femmes, du travail subalterne, du travail domestique et du travail reproductif. Mais ensuite, le courant du black feminism s'était adressé à certaines de ces féministes en disant « mais féministes de tous les pays qui lavent vos chaussettes », parce qu'il y a aussi une forme parfois d'invisibilisation de la reproduction, de la domination, notamment via le travail domestique de certaines femmes, notamment donc les femmes racisées. Et les questions sont posées sans cesse, puisque par exemple il y a aujourd'hui un afroféminisme qui va aussi s'adresser à d'autres féminismes, et même au black feminism qui est essentiellement états-unien, pour dire mais en fait vous peut-être négligez la question impérialiste des États-Unis à l'égard de l'Afrique. Donc l'afroféminisme, c'est aussi partir d'un continent longtemps exploité, colonisé et qu'il est toujours dans une certaine mesure. La dernière chose que je voulais dire, c'est l'urgence, la gravité du moment. On en a parlé, on est plusieurs à en avoir parlé, bien évidemment. On parle de la question de l'avortement et de la fascisation. C'était aussi le sens de ta question. Vous savez qu'il y a des députés, des élus du RN, je pense à Christophe Benz, je pense à Hervé de Lépinot, je pense à Laure Lavalette, pour qui l'IVG, c'est un génocide de masse. Ce sont leurs termes. Hervé de Lépinot compare l'IVG au génocide arménien, au génocide des Juifs d'Europe, au génocide des Tutsis notamment. Donc c'est une question majeure. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que vous savez que la marche de nuit de ce soir a été annulée par le préfet de police Laurent Nunez. Il me semble que c'est important, malgré tout, d'y être, parce que c'est la première fois dans l'histoire des marches de nuit féministes qui ont lieu depuis au moins la fin des années 70, le début des années 80, qu'il y a une telle interdiction, que c'est une interdiction qui est aussi liée à l'enjeu de la Palestine, de Gaza, parce que des féministes se mobilisent à l'intersection de ces questions, et c'est une interdiction qui est très grave, au moment même où les Russes sont prises et parfaitement autorisées à des groupes qui sont clairement fascistes. Et la dernière chose que je voulais dire à ce sujet, c'est que des groupes
comme Némésis, proche des Zémouriens, entendent manifester demain. Et on parlait du procès Mazan. À l'occasion du procès Mazan, ces groupes, notamment Alice Cordier, ont voulu absolument ramener leur propre racisme au sein même d'une lutte aussi magnifique que celle de Gisèle Pellicot et de toutes les personnes qui l'ont soutenue, en insistant sur le fait que certains des violeurs dans cette tragédie absolue étaient des personnes racisées. Et ça, en fait, le racisme, justement, ne sera jamais compatible avec le féminisme parce que, comme on l'a dit, le féminisme, c'est une lutte pour l'émancipation, c'est une lutte pour la véritable justice, l'égalité, et donc en aucun cas on ne saurait tolérer des racistes dans nos rangs. Moi, je voudrais simplement vous remercier. Nous nous remercions tous mutuellement. Dire que ce qui est surtout très impressionnant, c'est le travail. Le travail qui a été fait par vous toutes, je trouve ça formidable. L'actualité des questions, ça c'est... Et comment, au fond, il faudrait qu'un jour nous fassions l'histoire des questions. Quelles questions posait-on à ce moment-là, maintenant? Et je me disais, en écoutant tous les débats, quelles sont les questions que nous ne voyons pas maintenant et qui vont émerger. Ça, c'est toujours très, très surprenant. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas la question qui est là et qui va arriver. Ça me paraît un grand sujet de réflexion. Enfin, ce que je voudrais dire aussi, c'est l'importance du lien historique, actuel, et je pense à venir, entre féminisme et démocratie. Le féminisme s'est développé avec la démocratie, et je pense que développer le féminisme, c'est soutenir, développer, défendre une société démocratique. Voilà. Donc, je pense que les enjeux sont très importants aujourd'hui et vont l'être demain. Par conséquent, soyons vigilantes.